Et la mémoire sexuelle, c'est quoi? C'est tout ce qui rentre en nous par nos 5 sens. Je vois, j'entends, je touche, je goûte, je sens. Tout ça, ça rentre en nous, dans notre mémoire. Et c'est ineffaçable. Vous entendez? Ineffaçable. Ça veut dire que ce n'est pas comme un ordinateur, un PC ou un Mac, où vous avez une corbeille pour effacer, une poubelle pour prendre le dossier et l'envoyer. Paf, j'élimine. Vous ne pouvez pas. Un exemple, elle a 74 ans, une femme, elle m'écrit une petite lettre, un petit mot à la fin d'une conférence, elle est présente dans la salle et elle me dit « J'ai 74 ans, je vais bientôt mourir et j'ai peur de retrouver mon père après ce qu'il m'a fait quand j'avais 6 ans. » Je ne l'ai jamais dit à personne. Toute sa vie perturbée et présence de ce souvenir à 74 ans, aussi présent qu'il était à 6 ans. Et oui, impossible d'oublier, impossible d'effacer, impossible de gommer. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut que nous, les hommes, pères de famille que nous sommes, nous informions nos petits garçons et filles sur ces sujets avec clarté, avec courtoisie, avec humour. Vous avez remarqué combien l'humour permet de faire passer beaucoup de choses. Humour, cousin germain de l'amour. Ce n'est pas tellement de la morale, c'est de l'écologie de l'amour. Ce n'est pas de la religion, c'est de l'écologie scientifique de l'amour et de la sexualité. Alors, les jeunes posent évidemment de plus en plus de questions. Pourquoi la pédophilie? Pourquoi l'inceste? Pourquoi le viol? Pourquoi tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le domaine de la sexualité? Pourquoi homophobie ou hétérophobie? Pourquoi homosexualité et bisexualité? On nous ferait croire que nous sommes bisexuels. C'est la mode qui vient. Si vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas in. Vous n'êtes pas dans le coup. Pas du tout. Tout ça, c'est du vent en tempête. Tout ça, ce n'est pas de la science de l'amour, c'est de l'inverse, c'est de la contre-science de l'amour. C'est du scientisme peut-être, mais ce n'est pas de l'amour. Et je puis vous le démontrer scientifiquement. Car un homme, il vient d'un corps de femme. Un homme, il sort d'un corps de femme et il va devoir devenir, pas seulement un corps d'homme, il l'est, mais il va devoir devenir un cœur d'homme. Un esprit d'homme. Et ce n'est pas en lui disant sans arrêt, tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas exprimer ton sentiment, tu ne dois pas faire ci, tu es un mec. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut que ce petit homme qui sort d'un corps de femme, qu'il aime, qu'il allaite, qui lui donne son lait, qui lui donne toute sa tendresse et son amour, il faut que cette femme comprenne qu'il faut que son petit garçon aille sur le thorax de son père. Thorax, ici, là, et vous remarquerez que si vous avez des garçons et des filles, avec Christine, nous avons eu 3 garçons et 3 filles, nous avons pu observer tout ça, plus 2 adoptés, un garçon et une fille, nous avons pu observer quoi? Que le garçon, il vient vers le thorax de son père, il vient chercher la force, le cœur, la confiance, la sécurité. Et la petite fille, elle ne vient pas tellement là, vous regarderez bien de près, elle vient là, elle vient à côté parce qu'elle sait qu'elle est à côté de son papa, parce qu'elle sait qu'elle est petite fille, qu'elle est femme future, comme sa maman, à côté du papa. Et elle sera un jour amoureuse de son papa, vers l'âge de la puberté un petit peu autour. Et il faudra faire un petit peu attention en lui disant, ma fille, celle que j'aime, c'est toi, ma fille, mais ma femme, ma fiancée, mon épouse, c'est ta maman. Et toi, tu trouveras un jour un homme qui sera encore plus beau, encore meilleur que moi, car je suis peut-être pour toi un bon papa, mais tu trouveras un bon époux, un bon compagnon, quelqu'un qui t'aimera. Garde, réserve-toi, attends-le, et puis un jour tu nous le présenteras. Et oui, tout ça, il faut bien l'expliquer, nous les hommes. Nous avons des difficultés. Et il y a énormément d'hommes aujourd'hui qui souffrent de leur absence de père. Soit d'un père qui a manqué, soit d'un père qui s'est envolé, soit d'un père qui a été violent, agressif, tout ce que vous voudrez. Et attention, nous refaisons souvent ce que nous avons reçu. Père violent, risque de fils violent. Père guimauve, risque de fils guimauve. Père agressif, etc., etc. Alors, 2 petites anecdotes. Je suis à Bruxelles,
Un immense amphi avec des petits qui ont à peu près entre 13 et 15 ans. Je reçois un papier. J'ai 13 ans et demi, aidez-moi, je ne vais pas bien, je me sens homosexuel. Je ne sais pas où est le jeune. Et je lui dis, écoute, je ne sais pas où tu es, mais je vais parler qu'à toi. À la fin de la conférence, beaucoup de jeunes vont venir ici, monter, discuter avec moi, et toi tu me diras, c'est moi qui ai posé la grande question. Il vient. À la fin, personne ne sait. Il est debout en face de moi. Il me dit, c'est moi qui ai posé la grande question. Et je vois ce petit, 13 ans et demi, pas bien grand. Il n'était pas bien dans ses baskets. Je ne savais pas quoi lui dire. Et je me dis, maintenant, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, tu dois avoir des problèmes avec ton papa. Il éclate en sanglots. Et il me dit, je n'ai pas de papa. J'ai failli faire pareil que lui. Et je me suis dit, c'est pas le moment, tu es adulte, serre les dents. Puis maintenant qu'il pleure, qu'est-ce que je fais? Et il pleurait, il pleurait, il pleurait. Alors il est venu vers moi, presque aspiré par mon thorax, et moi aspiré par sa souffrance. Et contre moi, je lui dis, écoute, nous sommes en janvier, en février si tu veux, moi je suis à Paris avec ma femme, mes enfants. Écoute, je t'invite à venir passer les vacances de février à la maison, et tu connaîtras la famille, et tu me feras connaître ta famille. Son père s'était envolé. Il a été amoureux de toutes nos filles, les unes après les autres. Maintenant, il a 19 ans et demi. Il joue du violon à merveille. Quand il en joue, ferme les yeux, j'ai les larmes aux yeux, tellement c'est sentimental. Il est homo-sensible. Il est homo-sensible. Et quand il me téléphone ou quand il vient m'embrasser, il a de l'homo-sensualité. Et moi aussi, j'ai de l'homo-sensualité. Ce n'est pas l'homosexualité. Attention, bien distinguer. Homo-sensibilité, homo-sensualité, homosexualité. L'homosexualité, ce n'est pas une identité, c'est une relation. C'est une relation, ce n'est pas une identité. On nous fait croire que c'est une identité. On nous a fait croire longtemps, pendant des millénaires, que c'était une maladie. On s'est trompé. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, en 1974, des psychiatres américains mondiaux ont voté que ce n'était plus une maladie, à 54,8% des voix. Oui, ce n'est pas une maladie. Mais alors c'est quoi? Ce sont des affamés d'affection. Souvent, ils croient qu'ils sont affamés de sexe, mais ils confondent le cœur et la sexualité. Ce sont des affamés d'affection, d'une affection qu'ils n'ont pas suffisamment reçue lorsqu'ils étaient enfants, parce qu'il n'y avait pas le thorax du père, parce qu'il n'y avait pas la sécurité du père affectif avec l'épouse, et puis d'un père qui avait vraiment envie de faire passer à son fils des messages pour que ce fils devienne libre, devienne autonome, devienne responsable, devienne un homme capable à son tour d'aimer et de transmettre la vie. Il ne faut pas discriminer, montrer du doigt. Il faut se dire que ces hommes sont capables de bouger. Je puis vous dire par expérience, pour en avoir et pour en rencontrer sans cesse, au minimum 2 à 3 par semaine, et dialoguer avec eux par téléphone, par mail, par rencontre dans des cafés, par rencontre à la maison. Un homme, 48 ans, père de 4 enfants, quitte le foyer familial. Sa femme, au secours, vous vous occupez de ces problèmes, mon mari est parti avec un copain. Où il est votre mari? Je ne sais pas. Vous arriverez peut-être à avoir son adresse, son téléphone. Oui, je lui laisse des messages sur son portable. Eh bien, laissez-lui un message simple. Dites-lui qu'il m'appelle. Je m'appelle Joyeux 24 heures sur 24. Et on rigolera bien tous les deux. Et dites-lui que je suis prêt à l'écouter, à discuter avec lui. Ça sera sympa. Il m'appelle. Je dis, monsieur, moi je suis prêt à discuter avec vous. De quoi? De cul. Étonné, de cul, il me dit. Je dis, oui, et de cœur. Je dis, écoutez, moi je suis à Montpellier. Si vous voulez, on se voit à Paris quand vous voulez. Je l'ai un peu brusqué. Il me dit non. Je prends le TGV demain. C'était le vendredi. Le samedi, il était à la gare. Je vais le chercher. Je ne connaissais pas. Viens à la maison, on discute, on tchatche. Christine était là au repas, avait fait quelque chose de sympa. Et puis, Christine, vous savez, ça, c'est les femmes. Elles savent s'en aller quand il faut et être là quand il faut. Fantastique.
Elle est partie quand il fallait. Et nous avons pu discuter en frères, entre hommes. Et nous avons parlé. Ce que sa femme ne savait pas, c'est qu'à 8 ans, il était en Angleterre, ça elle le savait, dans une pension, ça elle le savait. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le directeur de la pension, il exploitait les jeunes. Et qu'entre 8 ans et 12 ans, c'était d'abord « mon pauvre petit, viens donc dans mon bureau ». Et puis, douceur, câlin, et puis sexe. 8 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, abîmé. Abîmé et en même temps fasciné parce que pas informé, parce que oui, le sexe c'est quelque chose qui après tout est caché, alors quand c'est caché, ben c'est fascinant. Mais en même temps caché. Et cette femme, sa femme, ne savait rien de toute cette histoire. Et je lui dis, Marc, pourquoi elle ne peut pas parler à ta femme de tout ça? Elle ne peut pas comprendre. Mais tu ne sais pas le cœur d'une femme, mon vieux. Tu ne sais pas que ta femme, je ne la connais pas. Mais elle a un cœur comme une maison, capable de se dilater, de se dilater. Elle est capable de te comprendre. Si tu veux, moi, je lui ferai passer quelques messages. Alors, avec la mienne, nous avons dialogué. Elle m'a dit ce qu'il fallait que je dise à l'autre, parce que j'ai remarqué que parfois, il y a des choses que moi, je ne comprends pas et que Christine, elle comprend. Il y a des choses que Christine, elle ne comprend absolument pas et que moi, je pige. C'est ça qui est fabuleux dans la société. C'est cette complémentarité, pas simplement de sexe, mais cette complémentarité psychique, physique, de cœur, d'affectivité. Alors ça, oui, à partir de là, on est deux pour s'aider, pour comprendre, pour pouvoir dialoguer. Et ainsi, nous avons pu rencontrer le couple. Et ça y est, c'est reparti. Bien sûr que c'est reparti. Et ce n'est pas simplement ce dont il a besoin, ce n'est pas de sodomie, comme parfois des femmes absolument ignares peuvent le penser. Elles ne savent rien sur l'amour et sur ce qu'un homme est capable à la fois de demander dans son désir profond et puis de demander dans ses fantasmes auxquels il ne faut pas aller, et puis de ce qu'un homme est capable de se calmer et de gérer si la femme sait avec délicatesse freiner, gérer sa sexualité. Voyez-vous, le problème d'aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que dans notre société moderne, on a tendance à dire les femmes là, les hommes là, elles n'y comprennent rien, nous n'y comprenons rien. Il y a un mystère féminin et le mystère masculin. Ça n'existe pas, non? Moi, je vais vous dire, au niveau de la sensibilité et de la sexualité, je suis absolument certain que l'homme est plus sensible encore que ne l'est la femme. La femme, souvent, elle dit « Oui, c'était génial. Tu as été très bon, mon petit chou. » Si on devait avoir la note, on aurait entre 5 et 6 sur 20. Mais elles sont gentilles. Elles sont gentilles quand l'homme dit « Alors, heureuse, tu parles. » C'est nous qui l'avons été. Parce que nous sommes dans une société, dans une civilisation, je dirais, masturbatoire. L'homme, beaucoup de femmes le disent, j'ai des confidences, TGV, train à grande vitesse. Et la femme, c'est le petit train de campagne qui s'arrête à toutes les gares. Comment voulez-vous mettre en harmonie un TGV et un petit train de campagne comme celui du Saint-Bernard? Pas possible. Si, il y a une solution. C'est que la femme prenne la direction du TGV et l'arrête à toutes les gares. C'est tout. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que nous nous adaptions au désir, à la sexualité féminine et pas l'inverse. Or, on s'est trompé depuis un siècle en pensant que la sexualité, c'était un sexe en érection et que tant que ce sexe était en érection, il fallait s'en occuper, alors que la sexualité, c'est pas ça. C'est un échange de délicatesse dans le plaisir et dans la joie qui dure et qui n'est pas un TGV. Alors les femmes vous disent « mon mari c'est un précoce ». Alors c'est un précoce, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas précoce intellectuellement. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il est rapide. Alors vous voyez par exemple en consultation un homme et une femme, la femme vient parce qu'elle a un problème au sein, elle a peur d'avoir un cancer du sein, vous la tranquillisez, et puis bon, la consultation est finie, et puis elle dit « chérie ».
Alors le mari, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu as un problème? Mais non, mais si, la prostate. Alors le mari dit, oui, j'ai un petit problème prostatique, mais c'est rien. Je dis, non, monsieur, mais c'est quoi votre problème prostatique? Alors la femme, elle vous fait comme ça. Il dit, vous vous levez la nuit pour pisser? Une fois, une ou deux fois. Vous avez quel âge? 65 ans. Bon, ça, c'est normal, c'est la prostate qui est un petit peu forte, c'est pas grave. Alors je lui dis, la sexualité, non, je lui dis, la virilité, ça va? Il vous fait, oui, et derrière, elle vous fait ça. Mais ça, c'est très intéressant. Alors, elle vous fait ça pourquoi? Parce que précoce, parce que rapide, parce que vous avez des hommes à 65 ans qui n'ont jamais été formés sur ces sujets et qui sont encore, je dirais, à une sexualité quelque part adolescente. Or, la sexualité adolescente, c'est fait pour en sortir. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui beaucoup de l'adolescence. Adolescence. Et que quand des femmes sont en permanence, quelque part, perçoivent qu'elles sont un petit peu utilisées, que l'homme, il prend son plaisir et puis il ronfle vite, hein. Dodo, fini. Elle pleure dans son cœur, parfois même dans son corps. Ça ne va pas, c'est pas épanouissant. Alors que la sexualité, c'est fait pour épanouir le couple, pour qu'il y ait du rayonnement. Il ne s'agit pas d'aller chanter ce que l'on vit. Non, c'est secret, c'est intime. C'est l'intimité. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre nous où nous avons des difficultés à gérer. Et que pour bien gérer sa sexualité, il faut être bien compris par une femme que l'on aime, par, si possible, celle qui nous comprend, avec laquelle nous partageons des projets, avec laquelle nous faisons des choses. Il y a beaucoup de gens parfois qui me disent « Mais qu'est-ce que c'est votre secret? Vous faites tant de choses. » Je dis « Mon secret ?» Je réponds « C'est l'amour. » Alors il y en a qui me disent « Le sexe ?» Je dis « L'amour et le sexe. » Mais il n'y a pas besoin de mettre du sexe tous les matins au petit déjeuner, ni tous les soirs après la tisane. Je dis, mon secret, je vais vous dire, j'ai une femme qui me comprend. Et moi, j'essaye de la comprendre. Et ça, c'est fabuleux. C'est absolument fabuleux. Parce qu'on fait des choses ensemble. Parce qu'on réfléchit ensemble. Et qu'on n'est pas toujours sur les mêmes longueurs d'onde, puisqu'il y a des choses qu'elle ne comprend pas et que moi, je comprends, et inversement. Alors c'est vrai que tellement d'hommes souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont foutus à la porte. Une femme, deux femmes, troisième, la troisième, elle vous met, j'en ai vu, hein, le sac poubelle, dedans il y a le pyjama, la brosse à dents et le rasoir. Vous arrivez à la maison, c'est fermé à clé. Vous ne pouvez pas rentrer. Elle vous fout dehors. C'est pas sympa. C'est pas sympa, mais c'est vrai que peut-être elle est arrivée à l'overdose. Ras-le-bol. Ça suffit. Il ne comprend pas, il ne comprend rien. Je lui ai dit, il n'entend pas. C'est vrai que nous, il faut qu'on nous répète les choses pour qu'on entende. Christine vous dira que moi, il faut qu'on me les répète 5 fois pour que j'entende. Quand j'en suis à 4, je dis, tu vois chérie, j'ai fait des progrès. Mais il faut que les femmes le sachent, il faut que nous ayons aussi l'humilité de le dire. C'est vrai que nous sommes souvent à demain, à l'heure qui suit, et que la femme, elle est dans le présent, dans les photos de famille. Et ce n'est pas un mal, c'est l'équilibre de la famille. L'un est dans le demain et l'autre dans le présent, parfois un petit peu dans le passé. C'est ça qui fait l'équilibre. Mais quand on n'a pas la chance d'avoir eu un père qui vous a structuré, qui vous a dit des choses solides, alors quand on a été justement en carence, en déficit affectif, on va chercher ce qui nous manque. Si par exemple, pendant 3 mois, je vous supprime de vos repas la vitamine C, eh bien dans 3 mois, vous ne serez pas attiré naturellement par des citrons et par des oranges et des kiwis, par de la vitamine C. Vous serez attiré par le docteur parce que sur votre brosse à dents, vous aurez du sang et puis vous aurez une dent qui va tomber et le docteur vous dira, vous avez le scorbut, il vous faut manger des fruits, il vous faut prendre de la vitamine C à forte dose. Vous étiez en déficit de vitamine C et vous avez eu une maladie. Quand nous sommes en déficit affectif, alors nous ne sommes pas bien.
Et ce qui est intéressant et qui fait partie de l'écologie de l'amour, de l'écologie de l'affectivité, c'est quand nous sommes en déficit affectif, nous sommes attirés par ce qui nous manque. Par ce qui nous manque. Si je n'ai pas eu de père dans mon enfance, je vais être attiré par des hommes qui vont peut-être jouer le rôle de père. Imaginons que ce jeune de 13 ans et demi de Belgique, qui maintenant fait quasiment partie de la famille, imaginons que moi-même j'ai été peut-être en déficit, père de famille, en déficit ou pas père de famille, mais en déficit affectif. Vous savez, en vieillissant, l'homme, il va être attiré par plus jeunes, de plus en plus jeunes, que ce soit dans l'hétérosexualité, où il cherche des partenaires plus jeunes pour dire, voyez bien, je suis toujours jeune et puis fringant, et puis j'attire des jolies filles jeunes. Mais également, quand il y a eu un déficit paternel très important, l'homme en vieillissant est attiré quelque part inconsciemment par des hommes qui auraient l'âge de son fils. La relation père-fils. Et vous voyez des hommes de 60 ans qui ont un grand déficit masculin depuis leur enfance, qui peuvent être attirés par des jeunes de 24 ou de 25. Et le jeune de 25, aller avec un jeune de 15. C'est ça le problème. Il ne s'agit pas de montrer du doigt en disant ou en sortant tous les points négatifs qui ont pu être écrits sur ces sujets. Il s'agit d'essayer d'abord de faire comprendre. Dis-moi mon gars, t'as pas de père ou t'as un père? T'as pas de père, mais est-ce qu'on t'a parlé de ton père? Il a 26 ans. À 26 ans, je reçois une lettre, j'étais à Paris à ce moment-là avec la famille. J'ai 26 ans, je suis pas bien, je suis dans l'homosexualité jusqu'au cou, aidez-moi. Je réponds, tel jour, telle heure, rendez-vous dans tel café à Paris. Il vient, parlez-moi de votre père. C'est un con. Et encore, c'est un super con. Et j'ai eu droit à toute la litanie des mots les plus épouvantables pour son père. Et quand il a eu fini, je lui ai dit, il faudra lui dire, à ce con, oui, mais pas comme ça. Il faudra lui dire avec un petit peu de papier au chocolat, quoi. Pas question. Écoutez, moi je vous dis le conseil que je vous donne. Il faut que vous parliez avec votre père. Il faut, c'est indispensable. Même si vous avez des choses dures à lui dire, il faut lui dire, trouvez les moyens pour que ça finisse pas par un pugilat, quoi. Bon, il s'en va vers son destin. 3 mois plus tard, il m'écrit, t'es content? Mon père est mort. C'était la première ligne, mon père est mort. Et puis il y en avait 6 pages, il était toujours pas bien. Montez donc, rendez-vous, café, tel endroit. Il vient. Et je lui dis, il faudra dire ça à votre père. Il est mort, je sais. Il faudra quand même trouver un moyen pour lui dire. Vous n'allez pas croire que je vais aller sur la tombe de ce con. Je ne vous demande pas d'aller sur la tombe de ce con. Je vous demande au moins d'entendre parler de votre père pour essayer de le comprendre. Et vous savez, le hasard, la providence, elle fait les choses sans que nous le voulions. 3 ou 4 mois plus tard, je reçois une lettre. Magnifique. J'ai passé une nuit au bord d'une cheminée. Dans un fauteuil en face de moi, il y avait une femme. Et toute la nuit, je lui ai posé des questions sur mon père qu'elle avait bien connu. Et au fur et à mesure où elle me parlait de mon père, je me disais, mais à sa place, j'aurais été pire que lui, j'aurais été pire que lui, j'aurais été pire que lui, j'aurais été pire que lui. Et à la fin de toutes ces explications, il me disait, hier, je suis allé mettre des fleurs sur la tombe de mon père. Il avait compris son père. Il avait pardonné à son père. Il aurait été pire que son père. Il s'est marié, papaxé. J'ai été le témoin de son mariage avec mon épouse. Un petit mariage aux petits oignons, avec une petite femme merveilleuse qui a tout compris de la sensibilité de son époux, de sa délicatesse, de son besoin affectif, de son besoin de tendresse, de son besoin d'être touché. Car si, savez-vous cela, que si nous étalions notre peau, nous aurions 1,5 mètre carré de surface corporelle, que la peau toute seule, c'est la partie du corps qui pèse le plus parmi les différents organes que nous avons. Et sur cette peau,
Il y a des milliards et des milliards de corpuscules sensitifs qui ne demandent qu'à être touchés, qu'à recevoir du toucher, de la délicatesse. Et ça, c'est très important. Alors, aux pères de famille, je prescris des chatouilles pour leurs garçons et pour leurs filles tous les soirs, 15 minutes, pour être sûr qu'ils en feront 5. Alors, je prescris aux épouses de la délicatesse sur les épaules, sur les genoux, sur les doigts de pied. Et elles me disent, ça ne l'intéresse pas vraiment. Et je prescris aux époux, aux fiancés, je dis, écoute, tu as une petite copine? Eh bien, écoute, si tu l'aimes, elle adore ça, tu lui caresses le petit doigt de pied, du pied droit, 10 minutes. Et il me fait... Je dis, mais ça lui plaît, mon gars, essaye. Alors 10 minutes. Et puis je dis, après, quand tu as fini, tu fais l'autre côté, il est jaloux. Ben là, il s'endort, le gars, hein. Ça c'est sûr. Et souvent, je dis aux femmes, vous allez dire à votre époux, chérie, donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Et puis je vais te dire, mon petit chou, mon petit lapin, mon petit chéri, où j'aimerais que ta main circule sur mon corps. Vous allez être étonnés, hein. Parce que ça va par là, sur les épaules, et encore, et encore. Au bout d'un moment, vous dites, mais je ne suis pas ton kiné. Mais non, parce que le kiné, lui, il y va avec des grosses pougnes. Vous, elle demande, tout à fait, à peine effleuré, à peine touché. Et si vous lui faites ça, après, vous avez le droit de lui demander, à mon tour. Et un tour chacun, savoir se toucher avec délicatesse. Essayez, c'est prodigieux. Ça évite le Prozac, le Valium, tous les médicaments. Vous supporterez tout le monde dans la famille parce que vous aurez reçu la délicatesse qui sera venue par l'intermédiaire de votre peau jusqu'au plus profond de votre cœur. Oui, le sexe est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Le premier, c'est le cœur, et qui dit cœur dit délicatesse. Si vous mettez si vous mettez sexe premier, ça ne sera pas tellement délicat. Par contre, si on met cœur premier, délicatesse, et c'est la femme qui doit mener le bateau de l'amour, le mener de A à Z, savoir arrêter, savoir faire comprendre que la femme, c'est un cycle, et un cycle, eh bien, c'est un fonctionnement cyclique, c'est-à-dire où il y a les jours où la libido, est au plafond, et puis d'autres, dodo, bisous, un peu de délicatesse si on s'endort. Alors que l'homme, au fond, on lui a fabriqué des préservatifs en lui disant « il y a un réservoir, tous les jours, tu dois le remplir !» Et si tu ne le remplis pas tous les jours, tu as un problème. Alors vous voyez des jeunes qui viennent vous dire « moi j'ai vu dans le journal, ça m'intéresse, que le sexe masculin, il devait faire 13 cm, le mien il en fait 12. Est-ce que vous n'avez pas un médicament pour me l'allonger ?» Et le gars, il est stressé, angoissé. Je dis « qu'est-ce que c'est ces conneries ?» Mais ça, c'est les médias. Ça, c'est des médias parce qu'on fait du pognon avec le sexe. Eh bien, moi, je vais vous dire, si on fait des milliards avec le sexe, avec le cœur, on fera 3 fois plus de milliards, des milliards au carré. Mais encore faut-il que nous ayons la capacité, et nous l'avons, de nous donner la main, de nous aider les uns les autres, pour pouvoir expliquer non seulement aux jeunes, mais aux adultes, mais aux personnes âgées. Vous savez, nous avons fait un CD-ROM sur la puberté. Alors j'étais très frappé parce que ce CD-ROM, il était fait pour les enfants de, disons, entre 7 ans et 14-15 ans. Alors, pendant les vacances, j'avais invité des jeunes qui étaient des jeunes sortis des grandes écoles françaises, Polytechnique, Normal Sup, etc. Et puis je leur dis, vous avez 22, 23 ans, vous êtes des gens brillants. Tenez, j'aimerais que vous me donniez un petit point de vue sur ce petit CD-ROM là, sur la puberté. Il y a des jeux. J'aimerais savoir comment on va l'appeler, ce CD-ROM, pour quelle tranche d'âge. Ils ont tellement appris de choses. Il y avait par exemple une question avec 3 possibilités de réponse. Pour fabriquer des spermatozoïdes capables de féconder un ovule, il faut 2 jours, 10 jours, 70 jours. 80% des réponses, c'était 2 jours. Les autres, c'était 10 jours. La vérité, c'était 70 jours. Ils sortaient de Normal Sup et de l'X, ils ne savaient pas ça. Alors du coup, ils ont dit, le CD-ROM, vous devriez l'appeler simplement pour « à partir de 7 ans ».
Alors on a appelé CD-ROM à partir de 7 ans. Alors on n'a pas mis 7 à 77 parce que c'est pris, mais c'est à partir de 7 ans. Alors voyez-vous, nous en parlerons probablement cet après-midi. Il y aura des questions que vous poserez sur des papiers. Simplement, ce que je vous demande sur les questions, c'est de signer pas avec votre nom, mais de mettre votre âge, parce que si vous avez 80 balais, ce n'est pas la même réponse que si vous en avez 20. Mais j'essaierai humblement, avec humour, avec amour, de vous donner des réponses sur ces sujets passionnants et si importants que sont le cœur de l'homme, le cœur de la femme, le cœur de l'enfant, le cœur de l'adolescent. Tout cela, c'est la vie. Et cette vie nous est donnée en abondance pour que nous sachions nous en servir à ce changement de siècle et de millénaire. Restons 24 heures sur 24 joyeux.